Bonjour à tous et bienvenue ici dans cette magnifique session où nous sommes avec Jocelyn. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Jocelyn est maître de conférence en bioinformatique au Conservatoire national des arts et métiers. Alors Jocelyn, en fait, tu fais des recherches dans un domaine particulier, la bioinformatique, et je crois que tu utilises de l'intelligence artificielle, c'est ça? Tout à fait. Alors pas toujours, en tout cas pas. Ça dépend un petit peu comment on catégorise les choses. Il faut savoir que dans la bioinformatique, la biologie moderne, il y a des données qui sont obtenues à haut débit et qui sont extrêmement hétérogènes. Et du coup, à partir de ces données, on peut poser différents types de questions et on pourra employer différents types de méthodes. Et l'intelligence artificielle, dans certains cas, sera en tout cas, a démontré par le passé que ça pouvait apporter des choses très utiles, très précises. Et par contre, il y a aussi des domaines comme la génétique dans lesquels l'intelligence artificielle a encore besoin de faire ses preuves si on y arrive un jour en tout cas. Alors est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un exemple où l'intelligence artificielle a vraiment permis de faire des bons dans la connaissance et un exemple où il y a encore des progrès à faire et où elle n'est pas à son optimum? Oui, alors ça a été démontré de manière assez spectaculaire par nul autre que DeepMind, donc une compagnie de Google, en 2018, avec un programme qui s'appelait AlphaFold, qui permettait, à partir de techniques dites d'apprentissage profond, deep learning pour les intimes, de prédire la structure en 3 dimensions d'une séquence de protéines. C'est un problème assez classique de la bioinformatique. Et ils ont réussi à résoudre, entre guillemets, ce problème en utilisant à la fois des banques de données qui étaient assez copieuses et par ailleurs des règles du jeu, je dirais, physico-chimiques qui sont relativement bien décrites. Donc ce programme a montré qu'il était extrêmement efficace et en fait faisait une compétition quand même assez intense avec les procédés plus classiques qui avaient pu être développés dans les dizaines d'années qui avaient précédé. Et du coup, ça utilise des techniques, c'est assez intéressant, qui sont vraiment très proches de leur programme précédent, qui était AlphaGo, qui servait à battre les champions de Go. Et effectivement, on est vraiment dans une dynamique presque de jeu. Ça a été exploité dans notre laboratoire par Mathieu Montes dans un jeu qu'il a créé qui s'appelle UDoc. Et là, c'est plus un réseau de neurones qui est mis en compétition, enfin, pas directement, c'est carrément des joueurs. Voilà. Parce qu'on connaît les règles du jeu, on sait exactement ce qu'on calcule. Alors là, c'est un domaine où l'IA a été très performante et meilleure que l'homme. Est-ce qu'il y a un autre domaine, peut-être en génétique, où ces performances sont pour l'instant attendues? Alors, sur la génétique, effectivement, il y a de nombreuses tentatives qui sont faites, c'est sûr, mais il y a quand même de nombreux obstacles. Premièrement, alors, à différence finalement du repliement des protéines, il y a de nombreuses règles qui ne sont pas vraiment connues. En génétique, on est encore au stade où on essaye de comprendre comment ça marche. Et il y a des effets qu'on découvre progressivement, qui sont subtils, inattendus, à mesure que les données s'accumulent. Et puis, on est face à des données qui peuvent être relativement limitées. Ça aussi, parfois, ça va être un problème. On n'a pas forcément les milliards d'images que peut procurer Google lorsqu'il fait de l'intelligence artificielle pour de la reconnaissance d'images. Là, on doit travailler avec des cohortes qu'il est parfois cher d'obtenir. Donc, c'est la limitation sur les données. Et enfin, je dirais qu'il y a aussi un problème d'interprétabilité, puisque l'intelligence artificielle ne produit pas forcément des modèles qui sont aisément interprétables. Et ça peut être suffisant pour de la prédiction de susceptibilité à des maladies, mais de temps en temps, le scientifique souhaite comprendre comment ça marche. Et donc, là, il y a un enjeu un petit peu parfois de revenir à des modèles peut-être statistiques plus sophistiqués, mais pas forcément aussi compliqués et lourds que du deep learning, mais simplement parce qu'on est dans une démarche de compréhension et que du coup on en paye le prix en mettant en place des modèles peut-être un tout petit peu plus explicites. Donc si je comprends bien, ce qui est important pour que ça fonctionne, c'est à la fois d'avoir des règles et à la fois d'avoir des datas. Tout à fait. Donc en fait, ça, ce sont des caractéristiques positives qui permettent au projet d'avoir plus de chances d'aboutir à la prédiction. Exactement. Donc il vaut mieux avoir les règles du jeu. Au moins, d'ailleurs, ça permet plus facilement de faire des comparaisons éventuellement avec d'autres systèmes qui, quitte à les faire travailler plus longtemps pour être dans une compétition un petit peu plus à
disons à un niveau égal, c'est possible de faire ça. En génétique, effectivement, on est un petit peu dans le noir parce qu'on cherche encore les règles du jeu et les données sont effectivement limitées. En tout cas, chez l'être humain, c'est compliqué. Et oui, nous ne sommes que quelques milliards sur Terre. Effectivement. Merci beaucoup, merci pour cette très belle Merci, analyse. On retiendra en fait que l'intelligence artificielle dans le domaine de la bioinformatique est un outil qui est largement utilisé à la fois pour prédire, pour observer, et qu'il y a des domaines, des sous-domaines où ça marche très très bien, et puis des domaines comme la génétique où nous ne sommes que des êtres humains que l'on va observer, mais pour l'instant on ne peut encore pas tout prédire. Et non. C'est la beauté de la vie. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.